Vous allez finir par tomber d'accord avec la personne et donc obtenir beaucoup plus que ce que vous auriez obtenu sans négocier. Je pense que je peux vous les prendre facilement pour 6 €. C'est 1 € pour vous faire plaisir parce que vous êtes étudiant, mais ça s'arrête pas. Je pense que 7,50 € c'est un prix juste. La discussion est vraiment lunaire, que l'autre derrière fait non, franchement, oui, allez, je sais pas. Je pense que c'est un prix juste, je pense que c'est honnête. Alors, ok, je peux vous le débarrasser pour 7,2 €. Et en fait, aucune de ces techniques marche, et le gars, en face, le prend pour un fou, il fait oui, bon, allez, cassez-vous. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs, dès 21 h. Bonne rediffusion. Qui parmi vous est une personne qui négocie les prix? Alors, sachant que c'est vrai que chez nous, c'est quand même inhabituel, quoi. Hein. C'est quand même culturellement, il y a des pays où c'est limite normal, limite imposé. Alors, des gens qui voyagent beaucoup vont nous confirmer, vont dire oui, j'ai été dans tel pays et en fait, eh ben là, il faut obligatoirement négocier parce que là. Juste avant, là, j'étais en train de manger, je parlais avec Rara des thèmes que j'allais faire ce soir. Elle me disait, en Chine, il faut à fond négocier, c'est limite impoli de ne pas le faire, en fait. C'est-à-dire que si tu négocies pas, c'est mal vu. Oh, c'est sûrement des conneries, hein, mais bon. Mais il y a sur Vinted et il y a négocier en brocante, voilà, il y a le truc. Mais l'idée là que j'ai envie, c'est ce qu'on se dit, c'est vrai que moi j'associe la notion de négociation. Ce qui m'a fait penser, c'est l'autre jour, on a regardé le gars, le négociateur, là, quand il parlait des voisins et qu'il expliquait comment régler un conflit avec ses voisins. Mais c'est vrai que la notion de négociation, moi je vois ça avec un truc très lié au travail, quoi. Tu sais, les vendeurs, les trucs, enfin voilà, tu négocies des tarifs, des trucs, une offre, ok. Mais en fait, il y a la négociation de la vie de tous les jours aussi. C'est vrai qu'il y a le côté, quand tu négocies, même pas au niveau de l'argent, mais juste avec je sais pas moi, un ami qui dit oh, on va là-bas, non moi je préfère aller là-bas, allez ok, couple à boire un deux, on a qu'à aller là et après on finira la soirée là-bas. Bon, c'est une forme de négociation. Mais là c'est vrai que je voulais qu'on se concentre sur la négociation avec des commerçants. Donc c'est-à-dire en tant que particulier, les gens qui négocient dans un resto, pareil voilà, en brocante. Souvent c'est des trucs plus quand c'est d'occasion, dans le truc est pas vraiment officiel. Toi tu vas pas négocier à la Fnac. Tu vas pas... je peux pas prendre un PC à la Fnac et faire bon allez, tu me le fais 200 balles moins cher et j'en parle à toute ma famille, je te jure on reviendra. Au McDo. Et c'est vrai que moi, c'est pour ça que j'ai mis gêne dans le truc et j'ai vu d'autres gens aussi dire que c'était gênant. Moi, ça me gêne énormément. Si je suis avec quelqu'un à un endroit et que la personne va négocier le prix, je sais plus où me mettre, quoi. Vraiment, je me sens trop mal et je ne sais pas pourquoi. Et je vais essayer de l'identifier et si vous avez le même problème, vous allez peut-être le faire aussi ici. Je négocie tant qu'il n'y a pas d'interaction vive Vinted. Ah oui. Moi, ayant vendu pas mal de trucs sur Marketplace, moi, j'achète pas, mais j'ai déjà vendu des trucs, genre des meubles, des bazars. Je mets pas cher, mais en échange, la personne doit venir le chercher, se débrouiller pour le sortir de chez moi, tu sais, un peu ce truc-là. Et donc, tu mets, je sais pas, une armoire que t'as payé 200 balles, bon, tu la mets à 10 balles, quoi. Et les gens, ils vont faire 8, possible à 8. C'est quoi cette histoire? C'est vraiment, là, c'est le plaisir de négocier, quoi. Là, il y a vraiment... C'est vraiment juste le plaisir de... Non mais là il faut que je négocie. Là on va regarder une vidéo entière de quelqu'un qui explique comment négocier avec des commerçants. Et là c'est dans le cadre d'une brocante. Enfin non pas une brocante mais des petites comment on dit, des petites baouettes. Enfin des trucs avec des gens qui vendent des livres, voilà. Et il va négocier pour des bouquins tout en nous expliquant les techniques. Il va même dire je teste les techniques de négociation d'un expert du FBI. Donc il va appliquer des techniques de négociation d'un expert du FBI pour acheter des livres moins chers. Des livres comme dans le passé, hein, comme on lisait avant. C'est les trucs, vous avez, vous voyez, les lecteurs, là, les trucs pour afficher des livres, vous pouvez machin, avant, c'était sur papier. Donne-moi le nom de ton complice. Et il arrache les ongles des gens qui vendent les trucs. Personnellement, j'ai jamais aimé négocier. Quand je négocie avec un commerçant, j'ai toujours l'impression d'être pas légitime, de pas vraiment avoir le droit de faire ça. De déranger, quoi, c'est vrai que... Il y a quelques années, j'ai eu la chance d'aller en Indonésie et là-bas on m'avait dit de tout négocier. Parce que les prix des commerçants qui vendent des souvenirs pour les touristes sont toujours 2 à 3 fois plus chers que les prix auxquels on peut finir par descendre. J'étais pas vraiment à l'aise avec ça, j'avais l'impression que je leur prenais de l'argent dont ils avaient besoin pour vivre. Et donc je me faisais toujours arnaquer. Et je prenais le prix maximal sans négocier. Mais je pense qu'au fond, si je négociais pas... Comme des petites brochettes dans la morve, là. C'est à cause d'une chose, et d'une chose seulement. La peur de la confrontation. C'est un gars de l'atelier des statues Napoléon, de l'atelier Missor. Lui, il a bossé avec Missor. Putain, il fait pas penser à la même apparence que Ouais, le côté barbe, le côté un peu... Ils sont un peu musclés, en plus, non? Il est pas torse nu et fou. Récemment, j'ai lu « Ne coupez jamais la poire en deux » de Chris Voss. Ah, voilà. Alors que les poires... Chris Voss, ça a été le chef de la négociation au FBI. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait une attaque terroriste en Afghanistan, ou bien qu'il y avait une prise d'otage en plein milieu de New York City, c'était lui qui était missionné au téléphone
pour discuter avec les preneurs d'otages et faire en sorte qu'ils se rendent. Autant dire qu'en négociation, il doit plutôt s'y C'est fort. Dans son livre, il commence par expliquer quelque chose de très simple. C'est que la vie est une négociation. Ça ne veut pas dire qu'il faut être cynique et qu'il faut tout voir comme des rapports de force, mais simplement que dans les relations humaines, ou bien pour votre salaire, ou bien pour votre loyer, vous pouvez jouer sur les leviers que vous avez pour essayer d'obtenir plus quand vous le méritez. Mais c'est ça, là il met un truc quand même qu'il y a un contexte pour tout, quoi. Je trouve qu'en effet, dans le monde du travail, il faut surtout pas faire en fonction comme ça, faut toujours négocier, toujours demander plus, toujours essayer de... Voilà, enfin, là il y a un truc parce que le milieu, le contexte, malheureusement, comme il est articulé, fonctionne comme ça, et là, voilà, il faut le faire, obligé. Mais dans la vie de tous les jours, avec les petits commerçants, franchement, c'est pas le lieu, je trouve. Mais le second truc qui dit tout de suite, et qui est à mon avis l'un des plus importants du livre, c'est que la négociation ne doit pas être une confrontation. Si vous impliquez tout votre ego, personne va avoir envie d'impliquer aussi tout son ego. Et là, vous pourrez jamais arriver à un compromis. Ah, mais quand même. Non, mais je m'en fous. Sardoche, après, il va faire une fusée avec son papa. Dites ça et ensuite, vous dites que... Parce que tous les deux, vous serez retranchés dans vos opinions et vous aurez l'impression de perdre la face, d'avoir une défaite personnelle si vous faites une concession à l'autre. Non, au contraire, la négociation pour lui, c'est d'amener l'autre subtilement à votre opinion pour qu'il se rende compte que la proposition que vous lui faites est juste et honnête. Écoute, tu négocies, Roro. Ouais, dans le monde du travail, ouais, bah j'étais quand même longtemps freelance, donc là tu dois gérer tout cet aspect-là, quoi. Tu rencontres le client toi-même, tu dois expliquer pourquoi ça coûte autant et tout, tu dois pas te brader, enfin c'est quand même tout un truc, quoi. Hein. Déjà, ce qui est très important, c'est de chercher à récolter des informations. Est-ce que vous faites ça depuis longtemps ou... D'accord. Vous n'êtes pas dans un conflit, vous êtes dans une relation où vous voulez savoir plus de choses. Devenir pote avec. Pour pouvoir résoudre un problème avec lui. Vous résolvez un problème à deux. Imagine, tu essaies de négocier ton loyer et ton bailleur le prend mal. Oui, voilà, par contre, il y a des trucs, ça, tu peux pas négocier, toi. Tu peux pas négocier un loyer, il y a des contextes. Et ça, on pourrait, on devrait peut-être même. Mais malheureusement, le propriétaire a trop de pouvoir et d'ascendant, quoi. Et tu lui dis ça. Tu peux. Oui, tu peux. Alors, on peut tout faire. Mais je veux dire, si tu essaies de négocier le loyer, on va dire oui, bah non, je vais prendre quelqu'un qui le prendra ce loyer-là, il n'y a pas de problème, je vais trouver ça en un jour. Il faut donc être positif, lent et détendu. Négocier ses impôts. Stressé ou que vous êtes triste, la personne, elle va se rendre compte que vous êtes nerveux et donc elle va se demander s'il n'y a pas quelque chose de très important qui se joue et qu'elle ne devrait pas se raccrocher à chacun de ses centimes. Alors qu'au contraire, si vous êtes calme et détendu, vous allez instaurer un climat de calme et de confiance où la personne va se sentir bien. Ah, mais dans le cas de négocier un loyer, quand vous habitez déjà là, moi je parle de genre, tu viens visiter, genre voilà, je vois une annonce, je vais visiter un appart. C'est combien le loyer? Ah ouais, vous me faites 100 € moins cher? Et la personne va faire, bah non, je vais prendre une des personnes qui vient le visiter aujourd'hui à ta place, qui, bah, tu vois. C'est vrai que plutôt que d'acheter à la Fnac... Et puis surtout, on retrouve des trucs qui existent rarement. Ça, les bouquinistes. Ouais, merci à Les bouquinistes. sur l'histoire des religions, très intéressant. Donc là, on est full manipulation, en fait. Il fait semblant d'être sympa avec eux pour gagner 1 €. La seconde technique, c'est de dire son propre prénom. Florent. Chris Voss, il explique... Ouais, ça marche très fort, ça, par contre. Et qu'il y a une bagarre qui a failli se lancer parce qu'il y a quelqu'un qui avait un peu trop bu, qui lui a dit « Si tu t'assois à côté de moi, ça va finir en bagarre ». Et Chris Voss, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il lui a tendu la main et il lui a dit « Bonjour, je m'appelle Chris ». Le mec qui était dans un bar et qui a osé s'asseoir à côté de moi, alors maintenant j'ai envie de me bagarrer avec lui, c'est Chris. Maintenant il a un prénom, il est humanisé. Et si vous vous humanisez comme ça aux yeux de l'autre personne, vous ne devenez pas simplement un client ou quelqu'un qui veut louer mon appartement. Vous devenez quelqu'un à part entière. Je m'appelle Florent. Vous vous appelez comment? Florence. Des intérêts communs avec vous. Après, c'est pareil que les interactions humaines en général, hein. Tout ce qu'il dit, en fait, on le sait, mais bon, faut oser. Après là, il y a un objectif précis, c'est l'interaction avec un commerçant, donc c'est quand même moins gênant que de faire connaissance avec un être humain en mode juste interaction sociale, small talk, tu vois. Parce que oui, effectivement, dire son prénom, ça fait dire le prénom de l'autre personne, et puis si dans les phrases, tu places souvent le prénom de l'autre personne, ça c'est sûr que ça fonctionne, mais c'est gênant de fou. La troisième technique que vous pouvez appliquer dès le début, c'est de faire votre propre petit procès. Vous allez rapidement donner des arguments contre vous de pourquoi est-ce que c'est vrai que vous n'êtes pas forcément légitime à avoir un prix différent des autres gens. Bah ouais. Que la personne se rende compte que vous êtes dans une démarche honnête et que vous essayez pas de la manipuler en lui cachant des informations. Ça va ancrer les émotions de la personne et elle va se sentir plus à l'aise. Et là on arrive sur la quatrième. T'es déjà allé en Asie? Qui est une des plus importantes du livre. Là, il négocie de fou. Hein. Alors, l'empathie tactique, c'est pas le fait de prendre la personne dans ses bras et lui faire un câlin. T'as l'empathie tactique. C'est un truc de psychopathe, ça, l'empathie tactique. C'est simplement le fait de comprendre la perspective de l'autre. Il faut pas oublier que la négociation, c'est pas une affaire rationnelle de nombres et de calculs, c'est plutôt une affaire d'émotion. Et si la personne se sent bien parce que vous la rassurez et que vous mettez des mots sur ses émotions, eh ben elle va se sentir comprise.
Bah, peut-être que vous avez peur que voilà, je parte avec et vous n'avez pas l'impression d'avoir fait une bonne affaire. Je comprends que tu puisses avoir peur de sortir de cette négociation déçu. Non mais lui, là il gagne et il a à chaque fois le truc parce qu'il parle méga longtemps à quelqu'un qui vend juste des bouquins, c'est censé durer une seconde, genre ah, je vais prendre ce livre là, c'est combien? Ok machin. Et là en fait lui il parle pendant 20 minutes et du coup il faut oui allez, putain c'est bon, casse-toi, allez oui, prends le moins cher. Je comprends que tu sois enthousiaste d'aller dans cette voie de la négociation pour qu'on se mette d'accord. Ce qu'on peut faire aussi juste après avoir mis des mots sur les émotions de la personne pour montrer qu'elle est bien comprise, c'est de faire une pause. Parce qu'en faisant une pause, la personne va devoir élaborer elle-même. En général, je ne rate pas trop les prix des livres. Vous n'êtes pas là à essayer de parler le plus vite possible. Vous laissez le temps à la personne d'exprimer ses émotions et la plupart du temps, la personne va vous les confirmer. Dans une étude, ils ont séparé des serveurs à restaurant en deux groupes. Il y a un groupe qui, à chaque fois qu'ils prennent une commande, ils répondent simplement « Ok, c'est bien noté ». Et l'autre groupe qui va à chaque fois répéter ce que le client vient de dire. Ok, une tarte aux pommes, un coulis de framboise, une mousse au chocolat. Mais ça c'est insupportable parce que moi ça fait un effet inverse. Moi les gens qui disent beaucoup le prénom ou qui répètent ce que tu dis et tout, c'est peut-être parce que je connais ces techniques. Mais à chaque fois c'était dans des périodes tu sais où justement je devais traîner avec des gens un peu dans l'entrepreneuriat et machin qui utilisaient ces trucs là de vendeurs mais dans le côté même networking à côté dans le moment où on buvait des bières et tout. Et du coup là je savais qu'en fait la discussion était factice et qu'ils utilisaient des trucs comme ça, ce qui fait me rendre très méfiant. Ce que ça montre c'est qu'on adore être imité. On adore avoir l'impression d'avoir une influence parce qu'on dit quelque chose et la personne... Le cerveau, il adore la même chose. Tu vas tourner sort contre moi, pote. Ouais, c'est rien de le dire. Bon, allez, je vous le fais à 7 et on n'en parle plus. L'avant-dernière méthode, qui est, il me semble, la préférée de Chris Voss, c'est les questions... Non, les serveurs qui répètent... Non, c'est des questions c'est bien ça. Qui sont là pour faire parler la personne avec qui vous négociez. Et comment est-ce qu'on résout ce problème alors? Oh l'enfer. Donc lui, il a aussi le temps de... Bah alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? Comment on résout ce problème? Bah tu reposes le livre, tu te casses et quelqu'un va me l'acheter au vrai prix. La personne est obligée de développer. Elle peut pas simplement répondre par oui ou par non. Par exemple, si quelqu'un veut vous louer un appartement, mais que vous trouvez le loyer beaucoup trop cher. Plutôt que de proposer un prix et de commencer à négocier 10 € par 10 €, vous avez qu'à répondre « Mais comment est-ce que je suis censé faire ?» Là, la personne va rarement vous répondre « Bah débrouille-toi ». Elle va développer d'elle-même et donc naturellement, elle va arriver à un consensus où vous pouvez vous débrouiller pour payer ce loyer. Non, ça n'existe dans aucun monde ce qu'il vient de dire. Ah oui, il a donné un mauvais exemple en fait. S'il donne un autre cas de figure, je vois le côté de comment je suis censé faire et ça oblige la personne à argumenter, à rentrer après dans le là et après on peut contre-argumenter ça. Je vois le truc, mais là l'exemple de l'appartement, on l'a déjà dit de base nous avant, non ça non. Mais dans le cas du livre là qu'il a là, ouais je comprends, mais là il utilise presque la pitié quoi. Il fait appel à l'empathie de la personne. Là vous pouvez vous dire mais c'est très sympa toutes ces techniques, mais je sais pas quoi proposer comme nombre. Je sais pas si mes propositions vont pas être trop hautes ou trop basses. Eh bien, il y a un système qui permet de répondre à ça, qui s'appelle le système Ackerman. Vous voulez louer un appartement et le loyer est de 1000 €. Mais vous ne voulez payer que 800 €. Vous allez calculer 65% de ces 800 €, puis 85%, puis 95%. Au départ, vous allez faire une proposition choc et proposer que 65% de 800 €. Non mais c'est pas possible, vous vous rendez compte, on va quand même pas faire ça. Et là après tu dis ça... Ouais. Ça fait 520 €. Ça c'est une proposition choc qui va choquer la personne, elle va se dire mais c'est pas possible, il va pas me prendre à 500 €. Je peux vous débarrasser des 3, je pense que pour 7. Façon de parler. Et donc vous allez continuer à discuter, poser des questions calibrées. Le côté débarrassé des 3. En fait c'est impossible à faire sans avoir l'air d'un connard, hein. Je suis désolé, il peut me dire ces techniques existent et on peut le faire et tout. Au final t'as quand même l'air d'un gars qui utilise des astuces et qui est en train d'essayer de manipuler, c'est obvious. Et en plus c'est pour gagner un bal, bon ça dépend. Mais... Vous amenez le prix de 65% à 85%, 680 €. Encore une fois, vous continuez, la personne va peut-être faire une autre proposition, puis vous montez à 95%, c'est-à-dire 760 €. À la fin, quand l'autre personne va continuer à vous dire que c'est pas assez, vous faites votre dernière proposition, qui est le prix que vous vouliez depuis le début. Vous allez donner un prix très précis pour donner l'impression qu'il a été savamment calculé. Vous calculez sur votre portable et vous dites 814 €. Non, c'est bizarre. Le fait de donner un prix précis, comme 814 ou 789. Non, c'est bizarre, personne ne fait un calcul à l'euro près comme ça. À ce moment-là, vous allez commencer à utiliser des termes comme honnête et comme juste, pour montrer que vous êtes arrivé au point de la négociation qui est équilibré entre les deux parties. Et tu sais, il y a un truc, je crois que je vais te mettre le doigt sur ce qui me dérange, c'est là en fait il explique des techniques de négociation, des techniques de vente, des trucs, et pour moi dans le milieu du travail, entre deux personnes qui sont au courant de ce contexte, deux commerciaux, de deux entreprises où il y a un deal à faire et tout, oui c'est le jeu, donc les deux sont faux, et en fait ils utilisent ces techniques-là, etc. Mais dans la vie de tous les jours, ben là, voilà, tu peux pas utiliser ce pouvoir parce que c'est malhonnête quoi. J'ai l'impression que c'est un prix juste, mais pour 7 €, je pense que c'est plutôt honnête. Et si la personne continue à insister,
insister, vous allez rajouter un service non monétaire. Quelque chose qui ne vous coûte rien, mais qui rapporte à l'autre personne. Maintenant, je passe pas mal ici parce que j'ai déménagé pas loin. Donc je reviendrai peut-être que je pourrais ramener des amis ou je pourrais repasser même peut-être avec d'autres personnes. Tu reviendras jamais. Si c'est pour un appartement, vous pouvez dire que vous pouvez, je sais pas, aider à sortir les poubelles. Parce qu'à chaque fois, ces gens-là, quand ils expliquent ça, on dirait que c'est « Ah, mais en fait, c'est parce que vous connaissez pas comment qu'on manipule. » Mais en fait, je crois que la majorité des gens savent le faire, c'est juste que c'est pas bien. En faisant ça, vous montrez à la personne qu'elle vous a pressé jusqu'à la dernière goutte et que vous pouvez tellement plus rien lui donner que vous voulez lui rendre des services. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais les trois hausses entre 65%, 85%, 95% et 100%, elles sont à chaque fois 2 fois plus petites que celles d'avant. Ces rajouts qui diminuent de plus en plus, ils permettent de donner l'impression à la personne qu'elle vous a poussé dans vos retranchements et que vous pouvez vraiment plus augmenter. À ce moment-là, donner l'impression qu'elle a gagné. La plupart du temps, vous allez finir par tomber d'accord avec la personne et donc obtenir beaucoup plus que ce que vous auriez obtenu sans négocier. Disons que je vous fais une fleur là, mais je vous la ferai pas à chaque fois. De mon côté, j'ai beaucoup aimé négocier avec les gars, juste en a marre. Je pense que je peux vous les prendre facilement pour 6 €. C'est 1 € pour vous faire plaisir parce que vous êtes étudiant, mais ça s'arrête pas. Je pense que 7,50 € c'est un prix juste, mais La discussion est vraiment lunaire, que l'autre derrière fait « Non, franchement, oui, allez, je sais pas... » Je pense que c'est un prix juste, je pense que c'est honnête. Alors ok, je peux vous le débarrasser pour 7,2 €. Et en fait, aucune de ces techniques marche, et le gars, en le face, le prend pour un fou, il fait « Oui, bon, allez, cassez-vous. Donnez-moi 7,50 €. J'ai juste 10, si vous pouvez rendre. Ça se voit qu'il y en a qui étaient très expérimentés en négociation parce que c'était la menace qui commençait en disant « Oh non, moi je négocie pas, je fais pas ce genre de choses. » La première édition, je peux pas défaire. Ah, vos niches, ils me tentent là, mais je peux vous en prendre un pour 5, mais... Non, je vais pas. La niche de Dogo. Et ensuite, 2 minutes après, quand je décidais de prendre plusieurs livres, il commençait à me faire des prix sur le lot, et là je négociais les prix sur le lot, et il continuait. C'est les deux, c'est le prix d'un livre de poche à la Fnac, mais... En général, je brade pas trop les prix des livres. Bon, pour vous qui êtes étudiant, je viens faire un rabais, y a pas de problème. Mais ça c'est horrible en plus, parce que là il joue sur ouais, j'ai pas d'argent, je suis étudiant, peut-être il a plus d'argent que le pauvre bouquiniste. Même dire qu'on ne négocie pas, c'est aussi une stratégie de négociation. Au final, les techniques que j'ai trouvées les plus utiles, c'était déjà le système Ackermann parce qu'il permet de trouver des prix, alors que j'ai toujours été un petit peu perdu sur quel nombre choisir, et aussi le mirroring parce que une fois je l'ai fait plusieurs fois juste avant que le vendeur cède, et je sais pas si c'est ça qui a permis de conclure la vente, mais ça m'étonnerait pas que ça ait joué un rôle. En plus, le fait qu'il ait parlé Nietzsche, et c'est vraiment l'atelier Missor qui font des petits bustes de Nietzsche, non? Au final, je m'en suis pas trop mal sorti, je suis reparti avec 6 petits livres pour un petit peu moins de 20 €, mais surtout ce que ça m'a permis de réaliser, c'est l'importance de la pratique. Si j'étais pas sorti et si j'avais pas pratiqué la négociation, j'aurais vraiment pas appris grand chose. Maintenant, je me dis même que ce que j'aurais dû faire, c'est lire un chapitre, aller faire de la négociation. Lire un autre chapitre, aller faire de la négociation. Comme ça, j'aurais pu implémenter tout ce que j'apprends progressivement dans ma pratique et vraiment avoir un savoir-faire pratique de ce que c'est que la négociation et pas juste des idées abstraites. Ah oui, dernier petit truc. Ce livre, il m'a beaucoup rappelé L'art de la guerre de Sun Tzu. Parce que Sun Tzu, dans L'art de la guerre, il explique qu'il faut soumettre l'ennemi sans se battre. Si vous faites une bataille frontale entre votre armée et l'armée adverse, vous allez perdre. Ah, les gens qui citent ce truc, là, L'art de la guerre, pour dire en fait, on apprend des choses vraiment étonnantes sur comment gérer son entreprise en fait avec le livre sur la guerre, parce que tu sais, c'est comme mener une bataille en fait. Oui, bon, bah, c'est bien de savoir ça, moi je trouve en fait, c'est toujours bien qu'il existe quand même ces contenus-là, parce que c'est vrai que tout le monde ne sait pas, mais pour moi, c'est plus pour s'en protéger, quoi, tu vois. Bah, je trouve, à un moment, d'ailleurs, on devrait faire un truc sur vraiment les techniques de manipulation, mais la plupart des contenus qu'on trouve, bah, c'est voir comment ça fonctionne ce truc-là, et c'est souvent positionné sur comme ça, vous pouvez vous en défendre si on le fait sur vous. Au final, t'expliques le truc quand même, et voilà. Après, c'est à la morale et à l'éthique de tout à chacun, mais la vidéo est cool pour tous les gens qui tiennent des stands en brocante, juste vraiment pour éviter ces pièges. Bah, je crois que ces gens-là, quand même, dès que tu dis un truc, t'es conscient, quoi, que les gens veulent négocier. Dès qu'il dit, allez, je peux vous le prendre un machin, bah, c'est assez net, quoi. C'est ok, la personne veut négocier. Il y a plusieurs barrières pour moi, c'est le côté que même si, bah, du coup, mettre en pratique, enfin, c'est gênant, parce qu'il faut oser dire ces petites astuces-là, et puis moi, je me dirais d'office, ah, mais je suis grillé, ça se voit trop que je négociais, j'ai l'air d'un abruti. Quand j'ai répondu au sondage, ça arrive, je pensais plus à Vinted. Jamais comme lui, là. Et n'essayez pas de vous rattraper, hein.